Et comme tous les lundis, c'est le moment de votre rubrique Diaspora. Et aujourd'hui, nous avons le plaisir de recevoir Mabrouk Rachedi. Merci à vous d'être avec nous. Merci à vous de votre invitation. Mabrouk Rachedi, vous êtes écrivain. Tous les hommes sont des causes perdues. Le petit Malik, la petite Malika font partie des romans que vous avez publiés. Vous venez de publier le 5e, Toutes les couleurs de mon drapeau, aux éditions de l'École des loisirs. Un très beau récit, empreint d'humanisme, édité dans une édition jeunesse, mais que les adultes n'auraient pas tort de lire. En tout cas, je leur conseille. Une leçon d'humanité autour d'un jeune adolescent d'origine algérienne. Ce livre, c'est donc avant tout l'histoire d'une prise de conscience, celle de ce garçon qui se rend compte qu'il ne connaît pas bien son histoire familiale et celle de l'Algérie. Exactement. Cette mémoire, en fait, n'a pas été transmise par la génération de ses parents. En fait, il y a eu comme un saut entre les grands-parents et lui qui a 12-13 ans et qui reçoit comme ça, en pleine figure, la vérité de la guerre d'Algérie. En fait, une évocation de la guerre d'Algérie très rapidement en fin de classe, parce qu'on est en fin d'année scolaire. Voilà, exactement, il est en 5e, on est en fin d'année scolaire. Et en 5 minutes, on évoque très rapidement les faits et il est un peu heurté, de ne pas connaître cette histoire et de la façon dont c'est expédié en fait. Et il fait des recherches le soir sur Internet. Et il fait des recherches sur Internet. Je crois qu'il voit des images du film La bataille d'Alger, si c'est bien ça. Exactement, c'est bien cela. Et plein d'autres aussi. Et là, c'est la limite des informations qu'on reçoit sur Internet, c'est qu'on peut voir tout et n'importe quoi quand on n'est pas encadré. Et lui, en fait, il se reçoit un trop-plein d'images. Et il y a cette colère. Une très grande colère, à la fois contre ses parents et contre les faits, en fait. Et les deux se mélangent. Et finalement, il en vient à se rebeller. Lui qui est un très bon élève, très sage, qui a toujours fait les choses comme il fallait, comme on le lui a dit, là, tout à coup, va déraper un petit peu. Et ça va lui permettre de se rapprocher et de ses parents et de sa professeure d'histoire et aussi d'un jeune garçon de sa classe, le cancre de sa classe. Ce roman, c'est aussi donc un questionnement autour de l'identité. Le livre devait d'ailleurs s'appeler au départ « Mes ancêtres ne sont pas gaulois, mais je suis français », je crois. Exactement, c'est ça. Il y avait une petite dimension... clin d'œil à la citation de Nicolas Sarkozy, ou plein d'autres d'ailleurs qui ont dit quand on est français, nos ancêtres sont gaulois. Ce n'est pas ma vision des choses. Je pense qu'on n'est pas obligé d'enseigner. On n'est pas obligé d'enseigner ce qu'on appelle le roman national. Le travail du roman doit revenir au romancier, sinon on n'aura plus de travail de toute façon. Mais voilà, donc je pense qu'on est prêt à encaisser la réalité historique, autant le faire là où on doit la faire, dans l'éducation nationale, parmi les familles aussi, parce que les familles ont un rôle, et c'est là qu'on peut grandir en apprenant la vérité. Ça donne lieu justement à un très beau discours des parents et des grands-parents dans ce livre de Selim, c'est le nom de votre jeune héros. On est français ou on ne l'est pas, voilà tout, il n'y a pas de demi-droit ni de demi-citoyen, je crois que c'est son père qui le dit. Exactement. Lors d'une grande conversation, ces questions d'identité, est-ce que vous-même vous y avez été confronté ? Oui, j'y ai été confronté parce que je me suis retrouvé plus ou moins dans la situation de Selim, bon élève, qui ne se posait pas spécialement de questions. Les parents étaient revenus du mythe du retour, donc savaient qu'on allait faire notre vie en France, et se sont donc dit que, pas fait de la rétention quand on leur posait des questions. C'était tabou ou pas ? C'était un non-dit. Alors, d'où venait le défaut d'information? Est-ce que c'était le manque de curiosité des enfants? Parce que quand on est jeune, on est plus ancré sur le présent finalement. Et les parents, eux, ont vécu des choses quand même dures en fait. Et toujours une question qui se pose, c'est si on leur dit trop de choses trop tôt, est-ce qu'ils seront prêts finalement à encaisser cela? C'est ce que vous dites d'ailleurs dans ce livre, c'est votre propos. J'ai lu sur votre compte Facebook cette remarque que vous publiez: tu sais que tu resteras jamais un blédard quand que ce soit pour un envoi privé ou un envoi professionnel que tu commences tous tes messages par « j'espère que vous allez bien ». Et d'ailleurs, vous le dites, j'espère que vous allez bien. C'est drôle, mais qu'est-ce qu'elle dit, cette réflexion, notamment sur cette question d'identité? Alors moi, j'entends comme blédard vraiment un titre de noblesse. Je veux dire que c'est inscrit en moi. Je commence beaucoup de mes messages par cette phrase de politesse que
que beaucoup de mes amis aussi utilisent, mais comme je le dis aussi avec un peu d'humour, c'est qu'on ne naît pas blédard. Moi, je ne suis pas né en Algérie, mais on le devient. Mais ce qu'elle dit, c'est que malgré tout, il nous reste quelque chose et qu'on peut le porter fièrement finalement, que ce terme-là est devenu péjoratif, mais appelez-moi blédard, moi ça me va aussi bien. Alors on va revenir sur votre parcours qui est quand même assez incroyable. Vous êtes né en banlieue parisienne, à Saint-Denis je crois. Vous avez grandi en Essonne, ensuite à Vigneux-sur-Seine. Vous avez obtenu un DEA d'analyse économique avec option finance à la fac d'Evry. Et vous êtes devenu donc analyste financier avec, j'imagine, des revenus assez confortables. Et puis vous avez décidé de devenir écrivain. Qu'est-ce qui s'est passé ? L'aberration, finalement, c'est pourquoi je suis devenu analyste financier, parce que moi, j'étais passionné de lecture, d'écriture. Le Père Goriot, notamment. Le Père Goriot, c'est ce livre-là, exactement, qui m'a ouvert, en fait, à l'instant sublime du lecteur qui se dit « c'est tellement beau », c'était un plaisir vraiment littéraro-littéraire. Je veux dire que c'était le plaisir de la lettre, du verbe, qui m'a ouvert à tiens, et si je faisais la même chose? Et je me suis quand même, avec plein d'immodestie qui caractérise cet âge de l'adolescence, où je me suis dit, bah, je vais faire comme Balzac. Et évidemment, c'était très très loin. Une comédie humaine, ouais. Exactement. Donc je me suis lancé dans des petits bouts d'écriture comme ceci, comme ça, voilà. Mais à un moment, la réalité rattrape finalement le jeune homme et on devient raisonnable et on suit le chemin qu'on nous indique. Et là, dans ma vie, j'avais plutôt manqué d'argent, tout simplement. Et donc, la finance, ça représentait tout ce que je n'avais pas, finalement. Mais en même temps, quand on vous lit, on ne comprend pas bien pourquoi vous êtes allé là-dedans. C'est ce que vous dites, hein, je crois, d'ailleurs. C'est tellement pas vos idées, tellement pas votre monde. Alors je ne sais pas si je peux... Ce n'est pas mon monde, ça, c'est un fait, parce que je l'ai choisi. Après, je ne suis pas là pour diaboliser la finance. Non, pas du tout. J'ai bien compris hein, le sens. Mais ce que je veux dire, c'était vraiment pas un choix par défaut ou de fuite en me disant je n'aime pas la finance, donc je vais écrire. Non, j'adore écrire. Je veux écrire et je ne veux pas être une de ces personnes qui se dira j'ai raté quelque chose. Voilà, exactement. Et ça correspondait aussi à un moment où j'avais beaucoup de discussions avec beaucoup de gens qui me disaient ça. Et si je devais refaire ma vie, je ferais ça. Moi, je ne voulais pas vivre dans le conditionnel passé. C'est le temps des regrets. Je vis dans le présent. Il y a une phrase dans votre livre que Selim écrit justement à son professeur. Je sais un peu mieux aujourd'hui qui je veux être. Je ne rêve pas d'avoir d'aussi beaux costumes que papa, d'habiter une grande maison. Je veux apprendre, je veux continuer à me poser des questions, je veux douter, je veux agir sur le monde, je veux transmettre. C'est pourquoi j'ai décidé de devenir professeur d'histoire géo. Et vous, est-ce que c'est le même cheminement? C'est ce cheminement-là que vous avez eu pour devenir écrivain? Oui, c'est ce cheminement-là que... Enfin, au départ, ça part quand même d'un plaisir égoïste, hein, celui de l'écriture. Ce que vous avez dit, oui. Après, la transmission, c'est au moment où on publie, on partage forcément. Et après, il y a le prolongement de l'écriture, qui sont les rencontres avec... Les ateliers d'écriture que vous menez notamment, je crois, en collège, hein, c'est ça? Exactement, en collège, en lycée, même en université. Pourquoi vous faites ça? C'est aller encore plus loin dans le partage et la transmission. Parce que au départ, on me demandait juste d'intervenir pour parler de mes livres et de mon parcours. Et après, il se trouve que je suis écrivain et que je connais 2-3 choses dans l'écriture et qu'on a fait de plus en plus appel à moi pour soit apprendre des techniques d'écriture ou soit aborder des thèmes citoyens. Voilà, et faire réfléchir aussi ces jeunes gens, j'imagine, parce que vous êtes ce qu'on peut appeler un écrivain engagé. C'est ce que vous avez dit là est vraiment quelque chose auquel je tiens vraiment faire réfléchir. Je ne suis pas là pour asséner mes vérités, dire mes certitudes, voilà comment il faut penser. Je suis vraiment là pour ouvrir des champs de réflexion et que... moi, je me caractérise par mes doutes. J'espère que quand on réfléchit à sa propre vie, quand on se pose les bonnes questions, ma foi, on avance. Être un écrivain, c'est délivrer donc une parole, des idées, avoir aussi une responsabilité citoyenne, ce que vous êtes. Merci. En tout cas pour moi. Merci Mabrouk Rachedi d'avoir été l'invité de Diaspora. Je rappelle que votre livre « Toutes les couleurs de mon drapeau » est publié à l'École des loisirs. Merci d'avoir été avec nous. Merci.